Orsay, l'un des plus prestigieux musées parisiens. Ce jour-là, comme chaque matin avant même l'ouverture, les visiteurs sont déjà nombreux. Welcome to the musée d'Orsay. Bienvenue al museo d'Orsay. Le musée est ouvert du mardi au dimanche de 9h30 à 18h. Le jeudi en nocturne jusqu'à 21h45. À l'intérieur, tout est encore silencieux. Chaque agent est à son poste. « 9h30, les plus pressés s'engouffrent. Ils sont plus de 10 000 chaque jour à franchir ces portes. Dans la grande nef, les groupes se regroupent autour des guides et conférenciers. Et avant de commencer, il faut savoir que nous sommes ici dans un musée qui est consacré à une époque en particulier. C'est la deuxième moitié du 19e siècle, c'est-à-dire les années qui vont de 1850 à 1900, n'est-ce pas? On est d'accord. Gauguin painted this picture during his second stay in Tahiti. Le cheval blanc qui donne son titre à ce tableau n'est en réalité pas si blanc. En effet, pour révéler les jeux de lumière... Car si j'arrive à pouvoir peindre la coloration de ma propre tête... Ce tableau est une œuvre importante pour Van Gogh, puisqu'après que la toile est... Mais ce que les visiteurs ignorent, c'est que dans les sous-sols du musée se prépare un événement. Parti à Montpellier, ce tableau du peintre Basile est de retour à la maison. Il sera l'une des pièces phares de l'exposition consacrée à l'artiste et dont l'accrochage a lieu en ce moment. Odile Michel dirige toutes les opérations. Mais pour les grands chefs-d'œuvre, le conservateur Paul Perrin est aussi présent à ses côtés. Quand on a une œuvre comme ça qui arrive, on a aussi envie d'être là au moment où on ouvre la caisse, et c'est toujours un moment un petit peu joyeux aussi. C'est comme une sorte de cadeau. On vient ouvrir ces cadeaux avant l'exposition. Escorté comme un chef d'État, le tableau entre dans la salle d'exposition fermée pour l'occasion au public. Chaque manipulation demande une attention extrême, l'ambiance est à la concentration. Odile Michel procède au constat de l'œuvre. Ce qu'on observe, c'est ce que nous appelons une craquelure en escargot. Si on se met d'un petit peu plus loin, on voit très très clairement qu'on a des craquelures qui se déroulent comme une coquille d'escargot. Donc on fait attention si le long de ces fameuses craquelures, il n'y a pas de modification, c'est-à-dire éventuellement une écaille de peinture qui se soulève très légèrement. Et dans ces cas-là, les restaurateurs interviennent pour la refixer. L'accrochage répond à un plan bien précis, imaginé par les conservateurs et la scénographe de l'exposition. Quand les œuvres arrivent, on les dispose un petit peu chacune comme ça au sol, on voit ce que ça donne et parfois il y a des changements. On voit finalement que telle œuvre fonctionne mieux à côté d'une autre, que telle couleur fait ressortir tel tableau. Et donc souvent, il y a des petits changements entre l'accrochage idéal et ce que l'on fait sur le moment. Aujourd'hui et demain, on n'a plus que les grands formats à accrocher. Mort à l'âge de 28 ans, ami de Claude Monet et de Pierre-Auguste Renoir, Frédéric Basile a laissé une 60aine d'œuvres. Le musée d'Orsay en possède 15, dont l'illustre Réunion de famille, qui a enfin trouvé sa place. En fait, là, ce qui nous intéresse, c'est à la fois d'assurer la sécurité de l'œuvre, c'est-à-dire le report de charge sur un podium que nous avons dessiné exprès pour cette œuvre haute dimension, mais également que l'esthétique, quand même, soit conservée. On va mettre le chariot dans la salle qui est vide ici, d'accord ? Plusieurs jours seront nécessaires pour installer les 13 salles de l'exposition. Les jours de fermeture, on s'affaire un peu partout dans le musée. On déplace, on accroche ou on change les ampoules, notamment celles des lampadaires datant de l'époque de la gare. Orsay emploie près de 700 personnes. Ces deux restauratrices luttent contre la poussière qui attire l'humidité, ennemie des œuvres.
Ce sont elles encore spécialistes du métal qui restaurent les bronzes dans la salle des sculpteurs animaliers Pompon et Bugatti. Celui-ci, là, j'ai des petits problèmes de corrosion dessus. La fonte est un peu poreuse. Et donc, dans les porosités, on a quand même des produits qui se sont logés. Donc là, je vais intervenir en éliminant cette corrosion et après, on va le protéger pour éviter que le problème se renouvelle. Mais encore faut-il savoir distinguer les traces de patine dues au passage du temps de celles voulues par le sculpteur. Il y a une chose qu'on peut peut-être discuter, c'est l'histoire. Il y a des anciens systèmes de marquage qui correspondent quand c'était au musée du Luxembourg. Ça, on garde. C'est l'histoire de l'œuvre, donc okay. on le garde. D'accord. Donc je vais juste intervenir sur l'intérieur. D'accord. Très bien. C'est important souvent qu'on soit en relation avec le conservateur parce qu'il y a des choses au niveau technique que peut nous amener le conservateur sur justement les différents types de patines. Une patine qui est plutôt lustrée, c'est-à-dire un peu brillante, ou une patine plutôt mate et tout ça. Donc il faut bien connaître l'objet pour justement après faire le traitement adéquat, à la fois pour garder l'aspect esthétique et la volonté de l'artiste et aussi pour préserver l'objet pour sa conservation à long terme. Il y a 30 ans, le musée d'Orsay avait réuni ses trésors du 19e siècle dispersés auparavant entre le musée du Luxembourg, du Jeu de Paume ou du Louvre. Aujourd'hui, le musée dispose de 16 000 m² d'espace d'exposition, mais également d'un restaurant et d'une salle des fêtes datant de la construction du bâtiment. Quand le musée a été installé, on a décidé de conserver la salle des fêtes, parce que ça aurait été dommage de dénaturer cet espace, n'est-ce pas? Donc on l'a conservé parce que c'est un témoignage d'une époque. Car avant d'être un musée, Orsay était une gare dotée d'un hôtel de grand standing. Construite pour acheminer les voyageurs à l'exposition universelle de 1900, elle fut à l'époque une vitrine de la modernité. Locomotives électriques et même escalators et tapis roulants pour les bagages. Voie numéro 10. Attention au départ. Sous-dimensionnée, elle cessa de recevoir les trains grandes lignes en 1939, puis les trains de banlieue à la fin des années 50. Les travaux de réhabilitation ne commenceront que 25 ans plus tard. Cette situation en fait, de la gare et du musée est absolument centrale. On s'en rend compte en regardant le paysage autour de nous, c'est magnifique. Là, nous comprenons mieux la situation en fait, qu'avait choisie la compagnie d'Orléans pour être au cœur des événements à Paris. Et par contre, nous comprenons moins comment ce bâtiment n'a pas pu être considéré comme intéressant dans les années 70 puisqu'il a failli être démoli. Les monuments historiques à l'époque et les beaux-arts ne l'appréciaient pas particulièrement du fait de son style. Dans la capitale, d'autres bâtiments de cette époque avaient subi ce sort funeste. En premier lieu, les pavillons Baltard, aux Halles. Les Halles ont été un traumatisme quasiment au moment où on les détruisait. On s'est rendu compte au moment de leur destruction qu'on était en train de faire quelque chose d'irréparable et on a essayé probablement de le réparer au moins avec ce geste de protection de la gare d'Orsay et puis cette merveilleuse idée d'y installer un musée de la seconde moitié du 19e siècle. L'idée germa sous la présidence de Georges Pompidou en 1972, Valéry Giscard d'Estaing en signa l'acte de naissance et François Mitterrand l'inaugura le 1er décembre 1986. Il faut dire que Degas pousse ici très loin le réalisme. En effet, il représente une jeune danseuse quasiment en grandeur réelle. En outre, il réalise sa sculpture. Les impressionnistes peignent en effet sur le motif. Or, en plein air, la lumière change vite, ce qui pousse le peintre à... Ce qui est très intéressant avec cette peinture impressionniste dont on est en train de parler, c'est que tous les artistes étaient différents. Ils ne voulaient pas enfermer la peinture dans des règles, des normes, dans des schémas, parce que sinon la peinture devenait une sorte de recette, n'est-ce pas, de cuisine, comme avant, à l'époque de la peinture académique. Si les impressionnistes représentent l'attraction du musée d'Orsay, la déambulation amène les pas des visiteurs vers d'autres trésors. Au 4e étage, Thomas Galiffo nous fait découvrir son royaume, le cabinet de photographie,
et sa collection de 47 000 clichés de la fin du 19e au début du 20e siècle. C'est vraiment un des fleurons de la collection du musée d'Orsay, une photographie par Charles Nègre, un des photographes français les plus importants des années 1850, qui était peintre comme beaucoup d'autres photographes. Elle a été acquise en 2002, en même temps que d'autres photographies de Charles Nègre, après classement Trésor national. Et elle avait été acquise, oui, autour de 250 000 €. Cet album de Victor Hugo a lui été donné par ses héritiers. La constitution du fonds date de la naissance du musée d'Orsay. Chaque année, de nouvelles acquisitions viennent donc enrichir la collection. Alors ce qu'on voit ici, c'est une partie de la série de natures mortes que le musée d'Orsay donc vient d'acquérir et qui a la particularité d'être encore aujourd'hui anonyme. Évidemment, ce qui saute aux yeux, c'est l'état exceptionnel de conservation de ces photographies qui auraient pu être tirées hier. Le fonds photographique d'Orsay est devenu en 30 ans l'une des plus grandes collections au monde sur cette période. Une véritable mémoire inscrite à l'inventaire du patrimoine. Ce que je suis en train de faire là, c'est le marquage de la pièce qui est rentrée dans la collection donc, le mois dernier. Donc c'est une phase de l'inventaire et c'est par cette opération d'inscription à l'inventaire que la pièce achetée donc entre dans la domanialité publique, fait partie du domaine public des collections de l'État et devient par le même biais inaliénable. Dans le silence du cabinet de photographie, on en oublierait presque l'agitation du musée. Ces milliers de visiteurs, ces œuvres qu'on sort des réserves ou ces chefs-d'œuvre qui discrètement font leur apparition. Justement ce jour-là, Guy Cocheval, le président du musée, vient découvrir en personne la donation Marcy Rivière, un ensemble exceptionnel de tableaux des peintres Bonnard et Vuillard. C'est tout ce qui nous manquait dans la collection du musée d'Orsay. On n'avait pas d'œuvres nabies violentes. Et c'est parce qu'il est spécialiste des nabis, ces peintres post-impressionnistes, que Guy Cocheval avait noué une longue amitié avec les donateurs. C'est aussi sa relation avec le milliardaire américain Spencer Hayes qui a fait aboutir la récente donation extraordinaire de ce dernier, d'une valeur estimée à 350 millions d'euros. On ne s'attendait pas à recevoir autant de collections en même temps. C'est très rare qu'un musée ait autant de collections en un temps si court et si concentré dans le temps. C'est extraordinaire. Pour ces grands donateurs, le musée d'Orsay offre un écrin de choix, mais surtout la conservation à jamais de leur collection. Il y a une très grande différence entre les musées français et les musées américains. Les musées français étant protégés donc, par le droit du patrimoine et en particulier par cette clause qui interdit de vendre les œuvres. Donc les collectionneurs sont rassurés sur ce fait. Le musée d'Orsay, l'État français, ne vendra jamais les œuvres des collections publiques. Et ça c'est très important puisque certains donateurs aux États-Unis ont vu leurs œuvres revendues sur le marché et parfois même ont été jusqu'à les racheter. À l'autre bout du musée, l'accrochage Basile est terminé. Tout est prêt pour le vernissage. Le conservateur Paul Perrin accueille les premiers journalistes. Il y a dans l'art de Basile une forme de classicisme et un respect pour le dessin. Notamment, on le voit avec le tableau de la réunion de famille qui est derrière moi et qui a été accepté au salon. C'est la première fois que la totalité de l'œuvre de Frédéric Basile est réunie. Montée à Montpellier, ville natale de l'artiste, l'exposition partira ensuite à la National Gallery of Art de Washington. La nuit est tombée sur la scène. Les agents de sécurité vérifient les fermetures extérieures du musée, tandis que les derniers visiteurs s'attardent encore. Votre attention s'il vous plaît. Your attention please. Le musée ferme ses portes. Veuillez vous diriger vers la sortie. Merci de votre visite. Le silence retombe peu à peu sur la grande nef longue de 138 mètres.
le musée d'Orsay peut s'endormir. Jusqu'à demain.